J'avais envie de partager mon expérience récente du décès de mon chat. Ça date depuis quelques jours, 3-4 jours. Mais j'ai envie que ça reste en 2024, que ce partage reste en 2024. C'est peut-être l'une des vidéos où je vais me sentir la plus vulnérable. Mais ça fait partie de l'hommage que je veux lui rendre. Et je suis sûre que ce témoignage pourrait aider quelqu'un qui passe par la même chose. Je vais commencer un peu par l'histoire, comment elle est entrée dans ma vie. Ensuite, la fin et comment je gère l'après. Biche est entrée dans ma vie en juin 2014. Je l'ai adoptée à la SPA au refuge de Gennevilliers. C'est mon premier chat. J'ai toujours voulu des chats, mais mes parents, parce qu'on vivait en ville, en appartement, n'ont pas voulu. Donc quand j'ai eu l'occasion, je l'ai fait. Et je me rappelle, il y a 10 ans à peu près, j'avais choisi un chat sur le site de la SPA. C'était un chat qui était là depuis des mois et des mois. Et le jour où je suis allée le chercher, on m'a dit qu'il venait d'être d'être adopté par notre famille. Et ça m'a étonnée. Et donc j'ai dû aller faire un choix dans le refuge, donc choisir parmi autant de chats qui miaulent et qui veulent aller avec toi. Mais je suis tombée sur Biche parce que je l'avais déjà vue une semaine avant dans une journée de porte ouverte de la SPA. Et je l'avais caressée. Ce qui m'avait intriguée, c'était un petit message qui était accroché sur sa cage. Ne l'adoptez pas si vous avez des enfants à la maison. Parce qu'elle elle demande beaucoup de caresses, mais à partir d'un certain moment, quand elle en a marre, et vous ne saurez pas quand, elle va vous frapper. Donc il y a cette dualité. Et voilà, ça m'intriguait, bien sûr, je l'ai caressée parce que rien que la voir, ça te donne envie de la caresser. Et effectivement, après certains moments, elle m'a frappée avec la patte. Et donc une semaine après, je la vois au refuge. Je me suis dit, c'est toi en fait. Et voilà. Depuis, on a beaucoup déménagé. Elle a fait partie de ma vie ces dernières 10 années. On a vécu ensemble une pandémie. Elle a cohabité avec un gentil beagle. Et ces dernières 4 années, elle habitait dans un appartement avec un rez-de-jardin qui lui a permis de sortir, de chasser, de monter dans les arbres. Donc un lieu qui a respecté beaucoup son côté animal. La dégradation de sa santé a commencé, j'ai envie de dire le 7 décembre, mais j'ai remarqué un amaigrissement suite à mon retour des vacances. Fin septembre, mais je l'ai mis sur le compte de mon absence parce que même dans mon absence, elle avait accès dehors. Il y a ma voisine qui venait deux fois par jour, mais c'était quand même une absence d'une dizaine de jours. Et quand je suis revenue, donc j'ai changé sa nourriture, j'ai donné plus souvent à manger et elle a recommencé à prendre du poids. Donc ça ne m'a pas inquiétée parce qu'elle avait la joie de vivre, elle avait envie de sortir, elle avait de l'appétit, elle dormait. Il y a rien qui avait changé dans son comportement, sauf cette fluctuation de poids. Mais comme elle a repris du poids, ce n'était pas une raison d'inquiétude pour moi. Ce n'est que peut-être après 1 mois ou 2 mois, elle a maigri de nouveau. Et le point de basculement pour moi a été autour du 7 décembre quand
quand elle s'est isolée dans la salle de bain. Ça a commencé, elle dormait sous le tapis dans la salle de bain. Donc ça, c'est une des choses. Et en même temps, le lendemain, elle n'est plus venue me réveiller. Ce qui est arrivé ces 10 années, c'est elle qui m'est réveillée le matin, chercher à manger. Et ça a été un point d'un basculement. Donc j'ai pris rendez-vous avec le vétérinaire. Et lui, il a fait une échographie au rein. Il m'a dit que c'est une insuffisance rénale, les reins sont atteints, il y a un lymphome, donc une sorte de début de cancer, donc les reins ne filtrent plus. Ce que j'avais remarqué, donc elle était dans la salle de bain, elle allait dans la cabine de douche, mais je ne me rendais pas compte qu'elle faisait pipi parce qu'en fait c'était de l'eau, donc les reins ne filtraient plus. Et depuis ce jour, donc, la salle de bain a été son coin dans la maison. Même si donc je lui ai ramené le bac à litière dans la salle de bain, je lui ai ramené, je lui ai préparé un sort de lit pour que ce soit chaud. J'ai chauffé la salle de bain et elle allait toujours manger dans la cuisine, là où elle avait les bols. Je lui ai ramené de l'eau à boire parce qu'elle buvait beaucoup. Donc ça, c'était, j'avais senti que c'était un problème rénal parce qu'elle buvait trop d'eau. Et ensuite, donc elle avait toujours de l'appétit. Elle mangeait, donc j'ai profité à lui donner encore plus varié, encore plus adapté, c'est-à-dire de la viande fraîche, de tout. Elle avait à un moment donné 5 ou 6 bols devant elle. Le vétérinaire, quand je l'ai vu, il m'a dit que le pronostic est sombre. Quand je lui ai demandé combien de temps il lui reste, il m'a dit quelques semaines. Et donc, j'ai essayé, en me disant qu'elle a toujours de l'appétit, je me suis dit je vais essayer par des méthodes naturelles. Mais elle a refusé, donc j'ai essayé l'apithérapie et la phycocyanine. Mais elle a refusé. Et je n'ai pas voulu forcer. Donc je savais que si l'âme doit partir, de toute façon, on va partir. C'est pas la médecine naturelle, c'est pas les soins énergétiques et c'est ni l'amour, tout l'amour du monde ne va pas empêcher qu'elle parte si elle doit partir. Donc une semaine, elle a toujours eu de l'appétit. Un jour, elle est sortie même dehors et ça, je sais qu'elle adore ça, elle adorait ça. Et il faisait très beau, il y avait du soleil, je me souviens qu'elle s'est mise avec le plexus solaire, avec le poitrine s'est mise contre le soleil et je sentais que c'est comme si elle se chargeait et je sentais aussi que c'est son dernier jour dehors, c'est la dernière fois qu'elle sortait dehors. Après, effectivement, elle n'est plus sortie et puis après une semaine, elle a arrêté de manger. J'ai tout essayé, rien ne lui donnait envie. Elle a continué à boire. Un jour ça mangeait, deuxième jour ça mangeait, troisième jour ça mangeait. Je m'inquiétais et parce qu'elle pouvait plus se tenir debout, donc elle avait toujours soif, elle voulait boire, donc j'ai l'aidée à se tenir debout pour boire. Et je réfléchissais, je me suis dit que peut-être il est temps que j'envisage l'euthanasie. Mais je me souviens que le vétérinaire a dit que c'est pas douloureux, elle ne sent pas des douleurs. C'est juste une diminution de sa vitalité, de ses forces. Et donc 3 jours sans manger. Et le 4e jour... elle a encore bu de l'eau, mais après, elle a arrêté. Donc, je savais que c'était les dernières heures. Ça, c'était le 23. Et dans tout ce temps-là, c'est comme si elle était dans la salle de bain. Donc, elle venait plus m'accueillir quand je rentrais à la maison.
Quand je cuisinais de la viande, du poisson, c'est des odeurs qu'il attirait, qui venaient toujours dans la cuisine, m'embêtaient. Donc un peu c'est comme si la maison commençait déjà à être vide. Son énergie n'était plus là. Ensuite, le dernier jour, donc elle a plus eu envie de boire, même si j'ai essayé de l'aider. Donc, j'ai amené le bol. Et le soir, je me suis dit qu'il faut que je prenne une décision parce que le lendemain, si elle part pas naturellement, il faut que j'aille voir le vétérinaire. Mais avant cela, je savais qu'il y avait une chose beaucoup plus importante à faire pour la départir. Et ça me concernait moi. C'était de les libérer. De me libérer du besoin de la maintenir dans ma vie. Et pour cela, j'ai fait plusieurs choses. J'aime beaucoup écrire, donc j'ai écrit, j'ai fait d'un côté toutes les qualités qu'elle a et que je sais que les animaux nous rassemblent. Donc toutes les qualités qu'un animal de compagnie a, c'est que nous les avons aussi, et un moyen d'honorer sa présence dans la vie, c'est aussi d'intégrer ces qualités en soi. Et donc j'ai fait une liste de toutes ces qualités et ensuite j'ai fait une liste des raisons pour lesquelles ça serait bien qu'elle parte. Parmi celles-là, c'était aussi qu'elle aurait encore régénéré, donc elle pourra vivre de nouveau une autre expérience si elle doit se réincarner, si elle pourra vivre une autre expérience, dans laquelle elle aura peut-être des compagnons chats parce qu'elle a beaucoup vécu seule avec moi, donc elle sera plus entourée, elle aura des chatons parce qu'elle était stérilisée, donc elle n'a pas pu avoir de chatons, elle n'a pas connu l'amour, donc d'autres expériences qu'elle pourrait vivre, et surtout le fait qu'elle serait plus dans ce corps qui est diminué, donc ça lui permet plus de vivre, d'être elle-même. Et ensuite, j'ai fait une petite prière à l'univers pour que l'univers l'aide, pour qu'il envoie ce qu'il doit envoyer, je ne sais pas, des guides, des anges, je ne sais pas, des aides de lumière pour qu'il lui récupère l'âme et en douceur, en transition. Et après tout cela, je suis allée la voir, je lui ai parlé, je lui ai dit que je l'aime, que je l'aimerai toujours et qu'elle n'ait peur pour ce qui va se passer parce qu'elle va aller vers la lumière. Elle sera attendue certainement des personnes qui l'ont aimée avant moi, il y aura certainement des frères, des sœurs qui vont l'attendre là-bas. Et puis que son corps va être réparé, qu'elle va pouvoir de nouveau courir dans l'herbe et toucher la terre, chasser. Et je lui dis que je le libère, que je le remercie pour tout ce qu'elle m'a apporté dans ma vie et qu'on va se revoir un jour. Et si elle peut, quand elle pourra, me donner un signe. Dans cette période, j'ai longtemps écouté les vidéos de Stéphane Alix, qui est un journaliste et reporter de guerre qui a beaucoup enquêté sur la mort et qui a écrit un livre sur la mort qui s'appelle « La mort n'existe pas » et qui donne effectivement une autre perspective et qui apaise. C'est pour dire que ce qu'elle vivait, ce n'est qu'un passage et que pour moi c'était très important que la fin se passe bien, que la fin soit en douceur,
je lui ai mis une bougie dans la salle de bain et je l'ai laissé, je l'ai caressé, puis je l'ai laissé parce que je sentais que si je reste trop près d'elle, peut-être qu'elle n'aurait pas, il y a quelque chose à moi qui la retenait. J'étais pas à 100% avec cette envie qu'elle aille. Donc voilà. Je me suis levée vers 3h30, j'entendais sa respiration. J'ai vu qu'elle respirait encore avec difficulté. Je voyais les spasmes, donc je sentais que c'était les derniers moments. Je suis restée encore un peu plus près d'elle. Mais encore une fois, je sentais que je la retenais. Alors je suis allée de nouveau dans mon lit. Dans ma pièce, à ce moment-là, j'ai remarqué un petit point de lumière. Et sur le moment, j'ai pas réfléchi. Je me suis mis dans le lit, mais après, je me suis dit que ça doit être un être de lumière qui vient le chercher, qui vient chercher son âme. Et je pense que je suis restée 10-15 minutes les yeux fermés. Vers 4h, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que la bougie était éteinte, donc je suis allée mettre une autre bougie, et son ventre ne bougeait plus, donc voilà, elle était partie. J'ai aussi beaucoup écouté les vidéos de Laila Del Monte, donc qui est je pense que la professionnelle la plus connue pour la communication animale. Il y a pas mal de vidéos sur des questions-réponses où elle répond à ce qui se passe avec les animaux dans l'au-delà. Elle dit que j'aime beaucoup sa personnalité. C'est quelqu'un d'humble qui se prend pas pour une élue parce qu'elle a ses capacités. Et elle dit que les animaux ont une sorte de guide qui vient les chercher au moment de la mort, du passage de l'âme, et qu'il n'y a pas besoin, comme dans le cas des humains, de ces passeurs d'âme qui facilitent en fait la transition, parce que les humains sont plus attachés et donc des fois ils ont plus du mal à partir, et que pour l'animal c'est différent. Elle dit même que le chagrin ne retient pas, le chagrin de l'humain ne retient pas l'animal. Bon, après, les opinions sont très partagées. Il faut faire avec ce qu'on ressent. Moi, je suis très contente que j'ai eu la chance de soigner sa faim. J'ai fait tout pour que ces 2 dernières semaines, je travaille plus à la maison, donc j'étais beaucoup avec elle. Et moi, je me sens rassurée qu'elle a eu une fin de vie en douceur, même si je ne m'attendais pas du tout qu'elle aille cette année ou en décembre aussi vite. Ça m'apaise quand même. Et je sais qu'il y a des situations qui sont beaucoup plus dures, des accidents, des départs immédiats. Ça rajoute encore plus de douleur à ce moment qui est déjà très très triste. Le lendemain, je l'ai enterré dans l'un des endroits mes préférés que j'ai découvert il y a 4 ans quand j'ai aménagé ici. C'est un endroit dans une forêt en hauteur. Elle aurait aimé ça. Elle aimait toujours la hauteur, regarder tout le monde, mais pas forcément être regardée. Et donc son corps, son beau corps, même quand elle était sans âme, elle avait toujours ce corps. Elle était toujours belle. Alors pour l'après n'est pas facile. Je pense que le plus important pour moi, c'est de pouvoir parler avec des personnes qui ont des animaux qui ont passé par la même situation. Je déconseille chercher de l'empathie ou de réconfort chez les personnes qui n'ont pas d'animaux. Ils ne peuvent pas comprendre malgré leur sensibilité. Ma mère, par exemple,
malgré sa sensibilité, m'a dit mais c'est juste qu'un chat, mais ce n'est pas ça dont j'avais besoin d'entendre. En ce moment, le premier stade du chagrin, on a besoin de verbaliser, d'exprimer la douleur, de pleurer, d'extérioriser. Une autre chose qui m'a aidée et qui m'aide encore, ce sont ces vidéos dont je parlais de Stéphane Alix sur la mort et sur le passage et sur le fait que cette vie est éphémère et qu'en fait, il y a une dimension beaucoup plus grande que nous ne voyons pas. Et le fait de savoir et de réécouter ces vidéos, ça apporte du réconfort. Les vidéos de Laila Del Monte aussi, ça fait partie de ma quête d'avoir des réponses et de savoir ce qui se passe. Je pense que le plus bel hommage qu'on peut leur rendre, c'est de prendre tout ce que nous avons reçu de leur part, grâce à leur présence, à leur énergie, à leur amour, tout ce que nous avons reçu à travers ce lien, et l'utiliser comme carburant pour poursuivre nos rêves avec encore plus de détermination, pour nous rendre heureux et avancer dans cette vie qui est éphémère. Je me souviens que quand je riais ou je dansais ou je chantais, elle venait toujours près de moi et je sais qu'elle aimerait que je fasse ça plus souvent, que je fasse des activités qui me rendent heureuse. Le manque est toujours là. Et elle me manque, des fois je l'appelle, ça me manque de l'entendre, d'entendre son miaulement. Ça me manque quand je rentre des courses et que je la vois plus. Elle me manque au réveil. Elle me manque quand je cuisine, quand j'ouvre des boîtes ou des sacs en plastique. Parce que je savais qu'elle courait tout de suite quand elle entendait ça. Même tout ce qui m'embêtait, ça me manque. Elle était très bavarde et demandeuse des caresses, et très insistante, et très convaincante. Même si ça m'embêtait, je finissais par rire parce que je cédais à chaque fois. Je me suis demandé pourquoi ce lien est si fort entre nous et nos animaux de compagnie. J'avoue que j'ai vécu des séparations, des pertes de mes 4 grands-parents, des oncles, des tantes. Mais là, c'est complètement différent parce que les animaux sont une partie de nous. Je pense que c'est un reflet de notre enfant intérieur. C'est quelque chose que nous avons en nous, mais qui est externalisé, qu'on le voit sous la forme de nos animaux de compagnie. Et une fois qu'ils partent, on a cette option, soit on le vit comme une perte, une partie de nous-mêmes, et c'est, voilà, je sens quelque chose de viscéral, cette douleur viscérale, mais on a aussi la possibilité, l'option de l'intégrer en nous. Voir quelles sont ces qualités que nous avons nous aussi, soit on les voit, soit on doit les intégrer, on doit les développer. Moi, ce qui m'a attiré au départ, qui m'intriguait, c'était cette dualité entre sa douceur, tu as tout de suite envie de la caresser, de faire des câlins, mais aussi cette détermination à mettre des barrières, des limites. C'est jusque-là, c'est uniquement tant que j'ai envie. Et j'ai beaucoup aimé ça chez elle. C'est aussi cette capacité à harmoniser la sensibilité, la force, quelque chose que je commence à faire naturellement. Et aussi, une autre raison, c'est que je pense que le but ultime de leur présence dans notre vie, c'est une leçon d'amour. En fait, c'est nous apprendre à aimer, mais surtout à nous aimer nous-mêmes.
ou à nous aimer encore plus. Et c'est pour ça, être heureux, c'est quelque chose qui honore vraiment leur passage dans notre vie et continuer à vivre des expériences qui nous rendent heureux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui remplacent souvent leur animal de compagnie décédé. D'ailleurs, le jour où je l'ai enterré, le lendemain, je suis allée voir ma voisine pour lui demander une pelle plus grande que celle que j'avais. Et en me voyant pleurant, elle m'a demandé: est-ce que tu veux qu'on aille chercher un autre chat au refuge cet après-midi? Alors j'ai dit non, non, catégoriquement non. Pour plusieurs raisons. Parce que pour moi, elle est irremplaçable. Elle prend la place. C'est le seul chat dans mon cœur en ce moment et je pense pas que j'aurai un autre chat. Je sais pas si je changerai d'avis dans 10 ans, 20 ans. Et deuxième raison, c'est parce que quand on adopte des animaux, c'est parce qu'on a certains besoins affectifs à combler. Elle a quand même été témoin de mes changements, mon évolution pendant ces 10 ans. Je ne suis plus du tout la même personne. J'adore les animaux, j'adore tous les animaux. Peut-être que les chats sont... Voilà, je me suis sentie plus près de leur personnalité. Mais pour moi, c'est un non catégorique et je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée de remplacer tout de suite un animal. Je pense qu'il faut, sauf si c'est pour des enfants qui souffrent cette perte. Mais si on est adulte et que l'animal a été témoin de notre évolution, il faut se demander: est-ce que j'ai toujours les mêmes besoins? Est-ce que mon amour, je peux le donner ailleurs, même si ce lien avec l'animal décédé restera toujours? Autorisez-vous à vivre ce chagrin. C'est aussi, ça fait partie de cette expérience de vie aussi, et que peut-être dans quelques mois, vous aurez plus besoin d'un animal de compagnie. Moi, personnellement, je sais que je n'ai plus besoin. J'ai des mangeoires pour les oiseaux. Je vais m'occuper des oiseaux, des oiseaux qui sont libres, qui viennent manger et puis qui repartent. Je ne veux plus non plus passer par un deuil animal. Et encore une fois, je parle de ça, des besoins. Je n'ai plus le besoin d'avoir un animal de compagnie. Voilà, j'espère que mon partage aidera, qui devrait aider. Merci.